Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. L'Afrique veut 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies et il est à la recherche, elle est à la recherche du poids diplomatique et politique, de plus de poids diplomatique et politique. Mais quelle est sa capacité à financer sa propre sécurité? Pour en parler, avant d'en parler, je vous propose d'écouter un extrait du discours du président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. C'est à la tribune des Nations Unies. Dans la gestion des crises et conflits qu'affectent l'Afrique, l'Union africaine privilégier l'approche régionale. Le partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine doit en cela s'inscrire dans une dynamique de renforcement des capacités d'action des régions, celle à même de mieux comprendre les causes profondes des crises et conflits et de retrouver des solutions idoines. À cet égard, la résolution 2359 adoptée en 2017, relative au déploiement de la force conjointe du G5 Sahel, constitue un jalon important vers la concrétisation du partenariat que nous ambitionnons sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Je voudrais renouveler notre appel en vue de la mobilisation effective des ressources indispensables à l'opérationnalisation de cette force. L'Union africaine ne ménagera aucun effort pour faire face à sa responsabilité de contribuer à hauteur de 25% au financement des opérations de maintien de la paix en Afrique, mandatées par le Conseil de sécurité, dans la perspective de faire taire les armes à l'horizon 2020. Kawin Maïzo, 2 éléments importants à retenir de l'extrait que nous venons d'écouter. Le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, dit l'engagement de son organisation à financer désormais à hauteur de 25% les opérations de maintien de la paix sur le continent. Mais il lance catalogue de belles intentions. Un appel aux autres États, à ce qu'il appelle ses partenaires pour prendre en charge le reste. Qu'il commence d'abord par se financer lui-même, parce que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Donc tout ce qu'il fait là, c'est tirer des plans sur la comète. Ils sont incapables de financer leur propre organisation. Le siège qui est à Addis Abeba a été financé par les Chinois. Alors comment feront-ils pour financer tout ce qu'il a dit? Pour moi, c'est un simple catalogue de belles intentions. Bon, en même temps, on parle d'un continent très vaste, avec près d'1 milliard de population. C'est pas facile, c'est pas simple de sécuriser l'ensemble du continent. Avec des spécialistes de la malgouvernance, le continent ne peut qu'être dans cet état. Donc, pour la sécuriser, il faudrait, comme l'a dit mon collègue, il faudrait d'abord commencer par construire des États. Ça, c'est la première des choses à faire. Construire des États. Après, sur le plan international, supprimer les visas, favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est des choses qui viendront après. Mais avant... On ne peut pas poser la question du financement des opérations de maintien de la paix sans poser celle de leur efficacité. Quand vous prenez par exemple la MONUSCO au Congo, je pourrais citer d'autres exemples, se pose la question de leur efficacité puisque de toute façon, les massacres se poursuivent. Moi, je suis critique sur les Nations Unies, mais je suis persuadé que ce que je critique là est utile et qu'il ne faut absolument pas y toucher sous peine qu'il regresse. Si on peut l'améliorer, il vaut mieux, mais si on ne peut pas l'améliorer, il ne faut pas y toucher. Les opérations de maintien de la paix ont connu plusieurs générations. Elles étaient d'ailleurs le monopole de 2 ou 3 pays. Un pays comme le Canada était le pays spécialisé dans les opérations de maintien de la paix. Qui a inventé le terme casque bleu d'ailleurs. Elles étaient faites par des soldats riches, puissants, qui n'avaient pas besoin d'argent. C'est devenu malheureusement aujourd'hui un business, c'est-à-dire que chaque pays qui avance un contingent de maintien de la paix reçoit une manne dont il a besoin, de l'équipement et je ne sais pas combien de dollars homme-jour. Ce système-là est pervers, il est mauvais et il tue les opérations de maintien de la paix. Il y a une monétarisation aujourd'hui des opérations de maintien de la paix. Mauvaise. Nous, sur le continent africain, on ferait mieux de se taire un tout petit peu et monsieur a parfaitement raison. Pourquoi parce que nous avons ce qu'on appelle le renforcement des capacités de l'Union africaine pour le maintien de la paix. Oui. Nous n'avons pas un copec pour les financer. Ce que vous dites, monsieur, est tellement vrai que même pour financer le fonctionnement de l'Union... on a financé un peu les casques-blancs au Darfour. Mais on finance très peu de choses, malheureusement. Oui. Non pas parce qu'on n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, je vais vous dire, parce que nous avons une autre difficulté. Quand vous ouvrez la fenêtre chez nous, très souvent, la route est cassée, l'Internet ne marche pas, l'eau ne vient pas, l'électricité il y a 2 fois par jour. Et donc, tant que nous n'avons pas réglé ce problème, et puis vous avez un problème encore plus grave,
grave. C'est-à-dire que moi, le Mauritanien, quand je vais aller au Congo, je ne sais pas par combien, quelle gymnastique aéronautique je dois faire pour pouvoir aller là-bas. Et je vais vous dire, pour y aller, je ne sais pas combien de visas il me faut pour pouvoir y aller. Pardon, le premier commerce entre la France et l'Allemagne, est le premier chiffre d'affaires du commerce extérieur entre les deux. Et donc, tant que nous n'avons pas compris qu'on fait du business d'abord avec son voisin, d'abord avec son proche, nous n'aurons pas avancé. Après, on peut toujours avoir des Alpha Condé sympathiques, mignons, qui viennent des Nations Unies pour faire avec de belles cravates. Mais ça ne changera pas grand-chose fondamentalement parce que nous avons d'abord ce problème-là. Réglons-le d'abord. Regardez le débat sur le franc CFA. C'est quand même surréaliste que nous soyons le seul continent qui ne maîtrise ni sa monnaie, ni ses troupes. Vivien Malangou, alors j'ai mal à évoquer dans la deuxième partie de notre émission la force du G5 Sahel. Pour la financer, il faut quelques 423 millions d'euros. Les pays membres ne sont pas en situation de mobiliser et cette somme n'a pas donné 10 millions d'euros chacun. Donald Trump vient de dire à la tribune des Nations Unies que les États-Unis ne donneront pas un seul copec à cette force du G5 Sahel. On va dire quoi? Elle est monnaie? Mais de Trump a raison. Trump a raison. Enfin, à un moment donné, il faut que les gens s'assument. Vous voulez avoir des responsabilités, vous voulez avoir des sièges au Conseil de sécurité, vous êtes incapable de vous financer, de vous autofinancer. Si, lorsqu'on a regardé la liste de Panama Papers, l'affaire de Panama, il y avait combien d'Africains? Combien de gouvernements africains étaient mêlés à ça? Regardez la liste des hommes d'État africains, des hommes d'État les plus riches, les hommes politiques les plus riches au monde. Il y a combien d'Africains? Alors, chaque fois que ce sont des questions majeures, il n'y a plus d'argent pour financer. Mais chaque fois qu'il faut faire des bêtises avec l'argent public, on trouve des gens, des spécialistes qui le font. À un moment donné, Trump a raison. L'Amérique a des problèmes, l'Amérique règle ses problèmes. Vous, quand je dis vous, nous, les Africains... Vous voulez deux sièges permanents? Nous voulons 2 sièges permanents. Allez financer votre sécurité. Il faut qu'on commence par financer. D'autant plus que ces gars-là, les membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont les principaux donateurs des Nations Unies. Oui, c'est ça. Les États-Unis financent à hauteur de 30%. Voilà. Donc vous voulez rentrer, vous voulez des sièges et derrière vous voulez qu'on vous finance. C'est le beurre et l'argent du beurre. En plus, l'intérêt que suscite le continent africain devrait nous interroger tous. Il n'y a pas une nation au monde qui ne veut pas son sommet avec l'Afrique. Même Israël veut son sommet avec l'Afrique. Tout le monde veut son sommet. Ça veut dire qu'il y a quelque part un engouement pour le continent qui n'est pas hasard. D'ailleurs, tout le monde voit l'intérêt que l'Afrique représente, sauf les Africains eux-mêmes. La deuxième chose, c'est que nous sommes le continent où l'investissement aujourd'hui est l'un des plus élevés. Et pourtant, il ne crée pas d'infrastructures nouvelles. La croissance est assez importante, elle ne crée pas le problème du chômage. Elle n'est pas inclusive. Oui, ça veut dire que notre problème, il est dans le fait que nous ne sommes pas capables de diagnostiquer nos problèmes et d'y apporter des solutions. Nous ne sommes pas capables de comprendre sur quoi nous sommes assis et essayer d'en profiter un tout petit peu. Ça veut dire qu'on a un problème, ça sera un mot, ça s'appelle la gouvernance. Tous les diagnostics sont faits. Non, vous avez les meilleurs spécialistes du continent qui posent les vrais diagnostics. On sait de quoi on souffre. Le président Trump a clairement dit que l'Afrique, c'est là où mes amis s'en vont s'enrichir. Pardon? Il a dit dans son discours, mais Donald Trump, là où ses amis s'en vont s'enrichir. Bon, il n'y a que les Africains qui ne s'enrichissent pas chez eux et qui prennent, surtout la jeunesse africaine, qui va aller mourir. Voilà. Pour revenir à la question concrète du G5 Sahel, qu'est-ce qu'on fait? Comment cette force va-t-elle financer? Alors, je nuance ce que j'ai dit par rapport à Donald Trump. Il dit effectivement les Américains ne financeront pas cette force, mais dans le cadre de relations bilatérales, ils pourraient éventuellement voir comment aider. Ça tombe bien, personne ne lui demande. Quand les 5 pays personne ne lui a demandé de financer. Et d'ailleurs, le G5 n'a pas attendu. Le G5 existe depuis 5 ans. Personne n'a demandé à qui que ce soit de le financer pour qu'il existe. Ce sont les 5 pays qui sont encore une fois en ligne de front dans le Sahel, qui ont décidé eux-mêmes. Non, eux d'abord. Et la France d'ailleurs ne donne pas un copec, détrompez-vous. Et donc ce sont ceux-là qui ont décidé. La France a promis 50 millions. Non, promis, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais elle est impliquée jusqu'au bout, la France, elle doit payer. Probablement, mais en tout cas, les 5 pays membres du G5 Sahel n'ont attendu personne pour le créer. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a une institution sur le continent où les membres de cette institution ont décidé d'eux-mêmes, par eux-mêmes, de la créer et de la financer avec les peu de moyens. Alors évidemment qu'elle n'est pas encore efficace. Évidemment
qu'elle est encore balbutiante. On dit il faut 423 millions. Eux 5 n'ont que 50 millions. Mais si, Richard, on est loin du compte. Si vous avez 200 millions à leur donner, ils vont les prendre. C'est pas la question. Mais sauf que la question c'est, est-ce que s'ils n'ont rien du tout, ils ne vont rien faire? Je ne sais quoi. Est-ce que s'ils n'ont rien, ils ne vont rien faire? C'est un autre débat. Ils n'ont entendu personne pour commencer à le faire. Et ils le font. Ça, c'est pas vrai. En tout cas, Marie-Angèle, qui est notre envoyée spéciale aux Nations Unies, donc à la 72e session de l'Assemblée générale, je propose qu'on écoute Marie-Angèle qui nous fait le point de l'intervention dans sa globalité du président camerounais Paul Biya. On l'écoute, on en parle après. Comme vous le savez, Richard, le président Paul Biya s'est exprimé ce vendredi 22 septembre à la tribune des Nations Unies et nous y avons assisté. Il a rappelé tout d'abord la nécessité de se mobiliser pour faire reculer la pauvreté, d'accorder les actes aux paroles en mettant l'être humain en priorité. Il a également axé son discours sur la préservation de la planète. Mais ce que l'on peut retenir également de façon non exhaustive, bien sûr, c'est que le président camerounais semble préoccupé par le contexte international qui prévaut. Il a en effet fait référence aux foyers de tension qui persistent à travers le monde et les actes terroristes qui se multiplient, n'épargnent aucun continent et font des milliers de victimes en Afrique et dans le monde. Un certain nombre de menaces mettent en effet en péril la paix et la sécurité, la stabilité aussi dans le monde et ce n'est pas la première fois que le président camerounais s'adresse aux Nations Unies et adresse aux Nations Unies ses préoccupations en la matière. On peut se demander si son message trouvera un écho favorable auprès de l'organisation et que des mesures idoines seront prises afin de freiner ces menaces. Mais une chose est sûre, le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'y est déjà engagé. Juste après sa nomination, souvenez-vous, l'ancien Premier ministre du Portugal avait promis de combattre le terrorisme afin de pouvoir réellement servir les plus vulnérables et les victimes des conflits. Et s'il est vrai que la lutte contre le terrorisme est l'un des dossiers les plus complexes sur le bureau du nouveau secrétaire général, force est de constater que les attentes quant à son mandat sont grandes et les mois à venir nous éclaireront certainement sur l'éventuelle nouvelle dynamique prise par les Nations Unies. Effectivement, comme le dit Marie-Angèle, si on espère que Antonio Guterres donne une nouvelle impulsion à cette organisation, quelle peut être la manifestation concrète dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent de cette nouvelle impulsion? Qu'est-ce qui peut changer fondamentalement par rapport à Ban Ki-moon? Mais il n'y a pas un secrétaire général des Nations Unies qui n'a pas son projet de réforme. Bien sûr. Donc, tous ont leur projet de réforme et tous d'ailleurs. Bon, mais cela dépend de la personnalité de tout un chacun. Chacun a une commission de haute personnalité pour réfléchir sur la réforme. La réforme des Nations Unies, elle est connue. Ces dernières années, on a connu une réforme assez importante du département des opérations de maintien de la paix. On a fait des économies assez importantes et on a élargi le champ et le mandat des opérations de maintien de la paix elles-mêmes et c'est une bonne chose. Antonio Guterres, lui, va avoir un travail beaucoup plus colossal pour lequel il n'a pas les moyens. C'est-à-dire que la question qui va se poser à lui, s'il veut vraiment qu'une réforme soit impulsée de façon sérieuse sous son mandat, ou ses mandats s'il en fait deux, c'est la réforme elle-même des institutions des Nations Unies, c'est-à-dire la capacité demain à avoir un Conseil de sécurité plus efficient, moins monocolore, plus ouvert, la capacité qu'il aura demain à avoir une Assemblée générale qui va avoir un rôle plus important, parce que celle-là, on l'a connue pendant la guerre froide, parce qu'elle a connu des clivages Est-Ouest. On l'a connue aussi un peu quand il y a eu l'opération de Bandung, quand les pays d'ici ont voulu se faire entendre. Aujourd'hui, elle est complètement anesthésiée et inexistante. Donc son rôle aussi, demain, l'ancien social-démocrate qu'il est, c'est de donner la voix aux petits pays, aux petits États. C'est de faire en sorte qu'une part des membres non permanents du Conseil de sécurité leur soit réservée dans une réforme plus globale. La question, c'est a-t-il les moyens de faire tout ça? Sans doute guère. Parce que le problème, c'est qu'il va jongler. Il va jongler tout le temps avec les 5 membres permanents, qui sont un tout petit peu ceux qui l'ont fait élire et qui demain vont peut-être le faire réélire. Mais la marge de manœuvre en matière, pour le secrétaire général des Nations Unies, dépend toujours des membres permanents du Conseil de sécurité. Lorsque, par exemple, Boutros Ghali a voulu lever la voix contre les États-Unis, il s'est retrouvé dehors. Tandis que Kofi Annan, qui s'est complètement plié, prix Nobel de la paix avec un génocide au Rwanda. Et Daga Marjol a voulu savoir un peu plus ce qui s'est passé au Congo. On ne sait jamais comment il est mort. Et Ban Ki-moon a essayé d'élever la voix pour impulser une enquête sur la mort de Daga Marjol. Et je crois que le dossier est enterré. Vous êtes un peu sévère avec Kofi Annan, parce que quand il a aussi élevé la voix contre la guerre d'Irak en disant qu'elle était illégale, on lui a coupé la tête le lendemain. Et on a failli lui coller une affaire. Exactement. Et c'est vrai, le fonctionnement d'où notre scepticisme de départ.
D'où notre scepticisme, d'où notre réalisme de départ. Parce que, en réalité, le problème, les États, les vainqueurs de la guerre de 1945, lorsqu'ils ont mis en place le système des Nations Unies, ils avaient bien anticipé, cher M. Togbé, qu'arrivera un moment où leur puissance va s'estomper ou sera remise en cause. Donc, ils ont gardé le gâteau entre les 5 puissants, de telle manière, c'est un peu comme à l'Union africaine, qui s'attend à ce que le président de l'Union africaine fasse quelque chose en l'absence. J'ai dit c'est un peu. En l'absence des États. On a vu le coup de gueule il s'appelle comment qui est devenu opposant, le Ping. Oui. On a vu le coup de gueule de Jean Ping. Avant. Exactement. C'est-à-dire que là, dans le système des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine. Exactement. Dans le système des Nations Unies, tant que les États, les puissants, les membres permanents du Conseil de sécurité ne voudront pas d'une réforme d'ampleur, la réforme n'aboutira pas. Donc le secrétaire général, qu'est-ce qu'il fait? Il contente tout le monde. Moi, je dis un dernier mot, si vous le permettez. C'est le cas de l'Union africaine. Il y a une différence fondamentale, c'est que c'est plus un syndicat des chefs d'État qu'une véritable organisation avec une impulsion régionale sérieuse. Ce que d'ailleurs, elle a besoin de devenir absolument si demain on va avoir un continent. Ça va changer vos pensées? Très bien. Je le souhaite. Ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas le choix. Si ce n'est pas notre génération qui le fait, celle d'après, l'autre le fera. Ça va se faire, c'est inévitable. Si les Nations Unies, la situation est totalement différente, encore une fois, parce que je pense, moi, que le Conseil de sécurité, dans sa configuration actuelle, bloquera la situation et que les choses ne vont pas changer de façon... Mais il faut maintenir l'outil comme il est parce qu'il est utile. Et donc, la paix mondiale, le fonctionnement de la société internationale aujourd'hui a besoin d'un outil comme les Nations Unies. Et donc, on ne peut pas les jeter comme il est parce qu'il n'a pas besoin. Nous, on regarde les choses qui nous frustrent le plus, mais on ne regarde pas toujours ce qui fonctionne le plus. L'organisation de la propriété intellectuelle, l'organisation de l'enfance, l'organisation de la culture. Et donc, les Nations Unies et le droit international, c'est aussi ça. Pour finir, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire aussi que la faiblesse donc, de l'Union africaine vient aussi de ce qu'il n'y a plus aujourd'hui sur le continent de figures emblématiques fortes comme on l'a connu depuis le passé avec... Oui, bon, Paul Kagame, d'accord. Un grand démocrate. Mais autant de Kwame Nkrumah, et même Kadhafi semblait incarner un peu ce visage-là, cette personnalité qui porte la voix du continent. Bon, il n'est plus là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, finalement, que le continent est orphelin de ses papas de valeur? Est-ce que l'Union européenne a des papas de valeur? L'Union européenne. Oui, est-ce qu'elle a de grandes... Je crois que le problème de l'Afrique... Robert Schuman. Ah oui, mais Schuman, si vous voulez, ça fait 50 ans. Mais Schuman, ça fait 50 ans. Ce que je veux dire, c'est que... C'est même pas Schuman, c'est quand même plus brillant que Schuman. Mais oui. Je veux dire, moi, non. Mais pas mal, Schuman. Moi, je crois que le rapport entre États est un rapport... Très rapide, ce sera ton... Le rapport entre États est un rapport de force. Et donc, tant que le continent africain, les États du continent, constituent le continent africain, n'ont pas compris la force sur laquelle ils sont assis, et qu'ils n'ont pas utilisé comme moyen d'échange, moyen de pression, ils n'aboutiront jamais à rien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.